Bienvenue, frères d'armes. Soyez les bienvenus sur Stratégos, la chaîne où nous explorons la vie des grands stratèges qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous naviguons à travers l'histoire de Nikolaï Kouznetsov, l'amiral qui a modernisé la marine soviétique et défendu les mers pendant la Seconde Guerre mondiale. Un leader dont la vision stratégique a renforcé le pouvoir naval de l'URSS et a laissé un héritage qui a transcendé son époque. Avant de larguer les amarres pour cette histoire, laissez un like, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Stratégos pour continuer à explorer les esprits qui ont dominé la guerre. Les eaux appartiennent à ceux qui osent les conquérir. Commençons. Première partie. Origine et ascension dans la marine. Au cœur de la Russie rurale, là où la terre s'étendait à perte de vue, est né un enfant destiné à parcourir les mers. Nous sommes en 1904. Et dans une humble famille paysanne du village de Medvedeki, dans la région de Kotlas, naissait Nikolaï Gerasimovitch Kouznetsov. Les jours de son enfance se déroulaient entre les champs et le dur labeur, le pain quotidien de cette époque. Mais dans l'esprit du jeune Nikolaï, un rêve commençait à prendre forme. Ce n'étaient pas les sillons de la terre qu'il appelait, mais les vagues de la mer, l'immensité de l'océan, qu'il ne connaissait que par les récits. Dès son jeune âge, sa vocation navale était claire, une flamme qui brûlait en lui avec la force d'un phare dans la nuit. Les années passèrent, et avec elles, la révolution russe secoua les fondations du pays. L'ancien ordre s'effondrait, et une nouvelle ère s'ouvrait. En 1919, à 15 ans à peine, et avec une détermination de fer, Nikolaï rejoignit la flottille fluviale du nord de la Divina, falsifiant son âge pour pouvoir servir. C'était le premier pas d'un chemin qui le mènerait au sommet. L'année 1920 marqua un tournant dans la vie de Kouznetsov. La guerre civile russe, touchant à sa fin, le jeune marin mit le cap sur Pétrograd, l'actuel Saint-Pétersbourg. Là, au cœur de la Révolution, se trouvait la prestigieuse école navale de Leningrad, un creuset où se forgeaient les futurs leaders de la marine rouge. Nikolaï intégra l'école, désireux d'apprendre et de prouver sa valeur. Les journées étaient remplies d'études théoriques, d'exercices pratiques et de la camaraderie propre à la vie militaire. Kouznetsov ne tarda pas à se distinguer. Son talent naturel pour la navigation, sa discipline inébranlable et sa capacité de leadership attirèrent l'attention de ses supérieurs. Les premières expériences dans la marine rouge furent intenses. Kouznetsov se plongea dans l'étude de la stratégie navale, de la tactique de combat et de la technologie de l'époque. Il navigua sur les navires de la flotte, apprenant des vétérans et accumulant de l'expérience à chaque traversée. Le jeune marin absorbait les connaissances comme une éponge, consolidant sa réputation d'officier prometteur. La décennie 1920 fut une période de transformation pour la marine rouge. Après la guerre civile, le pays était en ruine, et la flotte avait besoin d'être reconstruite. Kouznetsov participa activement à ce processus, contribuant par son travail et son dévouement. Son ascension dans la hiérarchie navale fut constante, reflet de son engagement et de ses compétences. D'abord, en 1926, après avoir obtenu son diplôme, il servit dans les forces navales de la mer Noire, à bord du croiseur léger Tchervernaya Ukraine. Ses responsabilités grandirent, passant de simple officier de quart à commandant de batterie, puis à officier supérieur. Chaque étape était une épreuve réussie, une démonstration de sa capacité à assumer de plus grandes responsabilités. Le croiseur Tchervernaya Ukraine fut son école en haute mer. Là, entre le rugissement des canons et le balancement des vagues, Kouznetsov apprit l'art de la guerre navale. Il participa à des manœuvres, des exercices et des patrouilles, accumulant une précieuse expérience dans le maniement des navires de guerre et la coordination des équipages. Mais son ambition ne s'arrêta pas là. En 1929, Kouznetsov intégra l'Académie navale de Leningrad, l'institution la plus prestigieuse pour la formation des officiers de la marine soviétique. Pendant 3 ans, il se plongea dans l'étude approfondie de la stratégie, de la tactique et de l'histoire navale. Il élargit ses connaissances, perfectionna ses compétences et se prépara aux défis qui l'attendaient. Son passage à l'Académie ne fut pas seulement une période d'études, mais aussi une occasion d'établir des contacts et des relations avec d'autres officiers de la marine rouge. Kouznetsov était un homme sociable et charismatique, capable de nouer des liens avec ses camarades et ses supérieurs. Ces connexions se révéleraient cruciales pour son avenir. En 1932,
Après avoir terminé sa formation à l'académie, Kouznetsov retourna en mer Noire, cette fois comme officier exécutif du croiseur Krasny Kavkaz. C'était un poste de grande responsabilité, le second du navire. Kouznetsov supervisait les opérations quotidiennes, l'instruction de l'équipage et l'entretien du croiseur. Ses performances furent impeccables, consolidant sa réputation d'officier efficace et fiable. Sa destination suivante, en 1934, fut celle de commandant du Tcherouna Ukraine. C'était une promotion significative, le commandement de son propre navire. Kouznetsov assuma ses fonctions avec enthousiasme et détermination, dirigeant son équipage avec fermeté, mais justice. Sous son commandement, le Tcherouna Ukraine devint un exemple de discipline et d'efficacité. Mais les années 30 furent aussi marquées par l'ombre de la Grande Purge stalinienne. Le régime soviétique, sous la poigne de fer de Joseph Staline, déclencha une vague de répression qui se répandit dans tout le pays. Des milliers de personnes furent arrêtées, emprisonnées, torturées et exécutées, accusées d'être des ennemis du peuple. La Marine rouge n'échappa pas à cette purge. De nombreux officiers de haut rang furent accusés de trahison, d'espionnage et de sabotage. L'atmosphère était chargée de soupçons et de peur. Quiconque pouvait être le prochain à tomber. La loyauté au parti et à Staline était la seule garantie de survie. Kouznetsov se trouva dans une situation extrêmement délicate. Il était un jeune officier talentueux, avec une carrière prometteuse devant lui. Mais il était aussi conscient que toute erreur, tout commentaire imprudent, pouvait être interprété comme un signe de déloyauté. Malgré le danger, Kouznetsov resta ferme. Il se concentra sur son travail, s'acquittant de ses devoirs avec diligence et évitant tout type de controverse politique. C'était un homme réservé et prudent, qui n'exprimait pas ouvertement ses opinions. Cette prudence, combinée à sa réputation impeccable, lui permit de surmonter la tempête. Sa nomination en 1936 comme attaché naval et principal conseiller naval des forces républicaines pendant la guerre civile espagnole fut une preuve supplémentaire de sa capacité à naviguer en eau trouble. Kouznetsov se confronta à un conflit complexe et dangereux, où la loyauté et la trahison se mêlaient constamment. Son expérience en Espagne fut un apprentissage accéléré de la guerre navale moderne. Kouznetsov observa de près les tactiques et les stratégies utilisées par les deux camps, analysant leurs forces et leurs faiblesses. Il apprit à gérer la pénurie de ressources, le manque d'informations et la pression constante de l'ennemi. À son retour en Union soviétique, en 1937, Kouznetsov fut promu capitaine de premier rang et nommé second commandant de la flotte du Pacifique. C'était une reconnaissance de son travail en Espagne et de sa trajectoire impeccable. Mais c'était aussi un poste de grande responsabilité, à un moment où les tensions internationales allaient croissant. La flotte du Pacifique était l'une des plus importantes de la marine soviétique, chargée de protéger les frontières orientales du pays. Kouznetsov se dévoua au renforcement de la flotte, à l'amélioration de son entraînement et à sa préparation à toute éventualité. Son expérience de la guerre civile espagnole lui fut d'une grande utilité dans cette tâche. L'année 1937 marqua un tournant dans la vie de Kouznetsov. Alors que le monde se préparait à une nouvelle guerre, la terreur stalinienne atteignait son apogée. Les grandes purges firent des milliers de victimes parmi les officiers militaires, y compris beaucoup de supérieurs de Kouznetsov. Cependant, il réussit à survivre. Sa capacité à rester à l'écart des intrigues politiques, sa loyauté inconditionnelle au parti et sa réputation d'officier compétent et discipliné le protégèrent de la purge. Kouznetsov fut l'un des rares officiers de haut rang à sortir indemne de cette période sombre. Mais la survie de Kouznetsov ne fut pas seulement une question de chance ou de prudence. Ce fut aussi le résultat de son caractère fort et de sa détermination inébranlable. Dans un environnement où la peur et la suspicion étaient la norme, Kouznetsov resta fidèle à ses principes et à son devoir. Son ascension au poste de commandant de la flotte du Pacifique en 1938, en pleine purge, témoigna de sa valeur et de la confiance que Staline lui portait. C'était un poste de responsabilité énorme, que Kouznetsov assuma avec le sérieux et l'engagement qui le caractérisaient. À partir de ce moment, sa carrière suivra un cours qui le mènera à apporter des contributions encore plus importantes à sa nation et à l'histoire mondiale. Des temps encore plus difficiles s'annonçaient, et Nikolai Kouznetsov serait au cœur de l'action.
Mais ses bases, sa formation et son tempérament durant ces années critiques seraient le fondement de sa grandeur. Deuxième partie. Préparation à la Seconde Guerre mondiale. Le printemps 1939 apporta un événement qui changerait à jamais la vie de Nikolaï Kouznetsov et le destin de la marine soviétique. À seulement 34 ans, un âge incroyablement jeune, pour un poste d'une telle ampleur, il fut nommé commissaire du peuple à la marine. C'était l'équivalent de ministre de la marine, le chef suprême de la flotte soviétique, répondant directement à Joseph Staline lui-même. La nomination de Kouznetsov fut une surprise pour beaucoup. C'était un officier jeune, relativement inconnu en dehors des cercles navals. Mais Staline, avec son œil clinique pour le talent et la loyauté, vit en lui quelque chose de spécial. Il vit un homme capable, déterminé, et surtout, un homme qui ne se laissait pas intimider par le pouvoir. Kouznetsov assuma ses fonctions avec un mélange d'émerveillement et de détermination. Il était conscient de l'énorme défi qui l'attendait. La marine soviétique, bien que nombreuse, était en retard sur de nombreux aspects. Elle avait besoin d'une modernisation profonde, d'une transformation radicale pour faire face aux menaces du futur. Sans perdre un instant, Kouznetsov se mit au travail. Son énergie était inépuisable. Sa vision claire, il se proposa de réformer la marine soviétique depuis ses fondations, abordant chaque aspect avec une détermination implacable. L'un des premiers points de son programme fut l'entraînement des équipages. Kouznetsov était un fervent croyant en l'importance de la préparation et de la discipline. Il mit en place de nouveaux programmes d'instruction, plus rigoureux et réalistes. Il exigea de ses officiers et marins qu'ils fassent le maximum d'efforts, qu'ils se préparent à la guerre comme si elle devait éclater le lendemain. La technologie était un autre aspect crucial. Kouznetsov était conscient que la marine soviétique était à la traîne par rapport aux autres puissances navales. Il impulsa la recherche et le développement de nouveaux navires, sous-marins, avions et armements. Il encouragea la collaboration entre scientifiques, ingénieurs et militaires, créant un environnement d'innovation et de progrès. Mais la modernisation ne se limitait pas aux navires et aux armes. Kouznetsov réforma également la stratégie navale soviétique. Il étudia les tactiques des autres marines, analysa les leçons tirées de la guerre civile espagnole et développa de nouvelles doctrines adaptées aux besoins de l'Union soviétique. Son approche était pragmatique et flexible. Il ne s'accrochait pas à des dogmes obsolètes, mais cherchait constamment la meilleure manière de protéger les intérêts de son pays. C'était un stratège audacieux, prêt à prendre des risques calculés et à défier les conventions. Mais la tâche de Kouznetsov n'était pas facile. Il faisait face à la résistance de certains officiers conservateurs, réticents au changement. Il devait aussi composer avec la bureaucratie soviétique, souvent lente et inefficace. Et par-dessus tout, il devait gagner la confiance de Staline, un leader imprévisible et paranoïaque. Les relations entre Kouznetsov et Staline étaient complexes. Le jeune commissaire du peuple ressentait un profond respect pour le dirigeant soviétique, mais ne se laissait pas intimider par son pouvoir. Kouznetsov était un homme franc et direct, qui n'hésitait pas à exprimer ses opinions, même lorsqu'elles étaient contraires à celles de Staline. À de nombreuses occasions, Kouznetsov mit en garde Staline contre la menace croissante de l'Allemagne nazie. Il présenta des rapports de renseignement, des analyses de la situation militaire et des recommandations pour renforcer les défenses soviétiques. Mais Staline, obsédé par l'idée d'éviter une provocation à Hitler, écarta ses avertissements. Kouznetsov, cependant, ne se rendit pas. Il continua d'insister sur la nécessité de se préparer à la guerre, d'être prêt à l'attaque allemande. Il savait que le temps pressait et que l'armée de mer soviétique devait être prête au pire. Au fur et à mesure que la situation internationale se détériorait, Kouznetsov intensifia ses efforts. Il ordonna des exercices à grande échelle, des simulations de combat et des manœuvres dans des conditions réalistes. Il supervisa personnellement l'entraînement des équipages, inspecta les navires et les bases navales et s'assura que tout était en ordre. Ses avertissements sur l'invasion allemande imminente devinrent de plus en plus urgents. Kouznetsov voyait clairement les signes de danger, les mouvements de troupes, l'accumulation de forces à la frontière, mais Staline refusait toujours de croire qu'Hitler trahirait le pacte de non-agression signé entre les deux pays. La nuit du 20 et 1 juin 1941, Kouznetsov, incapable de dormir, resta dans son bureau, examinant des rapports et des cartes.
Il avait un mauvais pressentiment, une sensation que quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. Malgré les ordres de Moscou de ne pas répondre aux provocations, Kouznetsov prit une décision audacieuse. Il mit toute la flotte dans l'état de préparation le plus élevé possible. Les navires étaient prêts à appareiller, les équipages en état d'alerte maximale, les canons chargés. Kouznetsov était prêt à désobéir à Staline si nécessaire pour protéger son pays. À l'aube du 22 juin 1941, l'histoire changea à jamais. L'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union soviétique, fut lancée. Des millions de soldats allemands franchirent la frontière, appuyés par des chars, des avions et de l'artillerie. La guerre la plus grande et la plus brutale de l'histoire avait commencé. L'armée de mer soviétique, grâce à la prévoyance et à l'audace de Kouznetsov, fut la seule branche des forces armées soviétiques qui était préparée à l'attaque. Contrairement à l'armée rouge, qui subit des pertes catastrophiques dans les premières heures de l'invasion, l'armée de mer put répondre avec une relative efficacité. Les navires de guerre soviétiques ouvrirent le feu sur les positions allemandes, protégeant les côtes et appuyant les troupes terrestres. Les sous-marins se lancèrent à l'attaque contre les navires de transport ennemis, interrompant leur ligne d'approvisionnement. Les avions de l'armée de mer affrontèrent la Luftwaffe, la puissante force aérienne allemande. La flotte soviétique, sous le commandement de Kouznetsov, a fait preuve d'une résistance inattendue. Bien que surpassée en nombre et en technologie, elle a combattu avec bravoure et détermination. Les actions de la flotte, durant les premières semaines de la guerre, furent cruciales pour freiner l'avancée allemande et gagner du temps afin que l'armée rouge puisse se réorganiser. Kouznetsov, depuis son poste de commandement à Moscou, dirigea les opérations navales d'une main ferme. Il resta en communication constante avec ses commandants, coordonnant les mouvements de la flotte, prenant des décisions rapides et audacieuses. Malgré les difficultés, Kouznetsov conserva son calme et sa confiance. Il savait que la guerre serait longue et dure, mais il était convaincu que l'Union soviétique sortirait victorieuse. Son leadership inspira ses hommes et ses femmes, qui combattirent avec un courage et une détermination inébranlables. Bien que l'invasion ait pris par surprise Staline et le haut commandement de l'armée rouge, la flotte, préparée grâce à Kouznetsov, put jouer un rôle vital dès le premier coup de feu. Ce 22 juin, le jeune commissaire du peuple démontra au monde, et à son propre pays, que sa nomination avait été un succès. La vision, le courage et la détermination d'un seul homme avaient fait la différence. Troisième partie, la Seconde Guerre mondiale, l'éclatement de la guerre sur le front oriental plongea l'Union soviétique dans une lutte titanesque pour sa survie. Tandis que l'armée rouge battait en retraite sur terre, la flotte soviétique, sous le commandement de Nikolaï Kouznetsov, devenait un bastion de résistance en mer. Deux noms résonneraient avec force dans les annales de la guerre navale, Sébastopol et Leningrad. En mer Noire, la base navale de Sébastopol, sur la péninsule de Crimée, se transforma en une forteresse assiégée. La flotte de la mer Noire, avec Kouznetsov à sa tête, joua un rôle crucial dans la défense de la ville. Les navires de guerre bombardèrent les positions allemandes, les sous-marins harcelèrent les navires de ravitaillement ennemis, et les fusiliers marins combattirent avec férocité sur terre. La défense de Sébastopol dura 250 jours, un siège épique qui symbolisa la ténacité et l'esprit de combat soviétique. Kouznetsov, depuis Moscou, coordonna les efforts de la flotte, s'assurant que les défenseurs reçoivent des approvisionnements, des renforts et un soutien naval. Dans le nord, Leningrad, l'ancienne capitale impériale, se trouvait également sous un siège brutal. La flotte de la Baltique, bien que bloquée par les champs de mines et la supériorité aérienne allemande, joua un rôle vital dans la défense de la ville. Les navires de guerre fournirent des tirs d'artillerie, les marins combattirent comme infanterie et les sous-marins brisèrent le blocus à plusieurs reprises, apportant des provisions vitales à la population affamée. Kouznetsov comprit l'importance stratégique de Leningrad et de Sébastopol. Non seulement étaient-ce des bases navales clés, mais aussi des symboles de la résistance soviétique. Leur chute aurait été un coup dévastateur pour le moral du pays et aurait libéré d'importantes forces allemandes pour d'autres fronts. Tandis que la lutte s'intensifiait en mer Noire et en Baltique, Kouznetsov porta son attention sur un autre théâtre crucial, l'Arctique. Les eaux glaciales du Nord devinrent une route vitale pour les convois alliés qui transportaient des fournitures essentielles à l'Union soviétique depuis la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le port de Mourmansk,
grâce au courant du Gulf Stream, restait libre de glace toute l'année, devenant un point clé pour la réception de l'aide alliée. Kouznetsov comprit l'importance stratégique de Mourmansk et ordonna à la flotte du Nord de protéger les convois à tout prix. Les sous-marins, destroyers et avions de la marine soviétique affrontèrent les navires de guerre et sous-marins allemands dans les eaux glaciales de l'Arctique. Les conditions étaient extrêmes: tempête, brouillard, glace et la menace constante des attaques ennemies. Mais les marins soviétiques, sous le commandement de Kouznetsov, accomplirent leur mission avec courage et détermination. La protection des convois de l'Arctique fut une tâche conjointe entre l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Kouznetsov établit une étroite relation avec les amiraux britanniques et américains, coordonnant les opérations navales et partageant des informations de renseignement. Cette collaboration fut cruciale pour le succès des convois, où la Royal Navy et l'US Navy assurèrent l'escorte des navires marchands, tandis que la marine soviétique se chargeait de la défense rapprochée des côtes soviétiques. Kouznetsov sut tirer le meilleur parti de l'aide alliée, l'intégrant à sa stratégie navale. La relation de Kouznetsov avec les Alliés ne se limita pas à la coopération dans l'Arctique. Il participa également à des conférences et réunions de haut niveau, où étaient discutés les plans de guerre et la stratégie générale. Kouznetsov était un interlocuteur respecté, qui défendait les intérêts de l'Union soviétique avec fermeté et diplomatie. L'importance de la flotte soviétique dans la guerre grandit au fur et à mesure que le conflit progressait. Bien qu'elle ne puisse se comparer en taille et en puissance aux flottes alliées occidentales, la marine soviétique joua un rôle crucial dans la contention des forces allemandes à l'Est, soulageant les Alliés d'une pression accrue sur d'autres fronts. Au fur et à mesure que le cours de la guerre changeait, Kouznetsov commença à planifier l'offensive finale contre l'Allemagne. La marine soviétique ne se limiterait pas à défendre les côtes, mais participerait activement à la libération du territoire soviétique occupé. En 1944, la marine soviétique joua un rôle clé dans la reconquête de la Crimée. Les navires de guerre bombardèrent les positions allemandes, les débarquements amphibies prirent par surprise les forces ennemies et les sous-marins coupèrent les routes d'approvisionnement. La libération de Sébastopol, après le long siège, fut un moment de grande joie et de fierté pour la marine et pour tout le pays. Dans la Baltique, la flotte soviétique appuya l'avancée de l'armée rouge le long de la côte, libérant les républiques baltes et assiégeant les forces allemandes dans la poche de Courlande. Les navires de guerre fournirent un appui-feu, les avions attaquèrent les navires ennemis et les sous-marins interceptèrent les convois d'évacuation allemands. L'offensive finale contre l'Allemagne fut un effort conjoint de toutes les branches des forces armées soviétiques, et la marine, sous le commandement de Kouznetsov, joua un rôle de premier plan. Les marins soviétiques combattirent avec courage et détermination, contribuant à la victoire finale sur le nazisme. En mai 1945, l'Allemagne capitula sans condition. La guerre en Europe était terminée. L'Union soviétique, au prix d'un coût humain terrible, était émergée comme l'une des grandes puissances victorieuses. La marine soviétique, sous le leadership de Kouznetsov, avait joué un rôle crucial dans la réalisation de la victoire. Après la guerre, Kouznetsov se consacra à la reconstruction et à la modernisation de la flotte. Il tira les leçons de la guerre, intégrant de nouvelles technologies et tactiques. Sa vision était de faire de la marine soviétique une force navale moderne et puissante, capable de défendre les intérêts du pays dans n'importe quel scénario. Il se consacra également à consolider la position de la marine dans la nouvelle configuration du pouvoir de l'URSS et à s'assurer que l'expérience et les sacrifices des marins soviétiques soient reconnus. Son travail pendant la guerre, son leadership et sa vision stratégique furent fondamentaux non seulement pour la victoire, mais aussi pour la place que la marine soviétique occuperait dans les décennies suivantes. Nikolai Kouznetsov, le jeune paysan qui rêvait de la mer, avait guidé l'armée rouge à travers la plus grande tempête de l'histoire. Son héritage perdurerait comme celui d'un leader visionnaire, d'un stratège audacieux et d'un patriote inébranlable. Quatrième partie, la guerre froide. La victoire sur l'Allemagne nazie marqua le début d'une nouvelle ère pour l'Union soviétique et pour son armée navale. Nikolai Kouznetsov, l'architecte du succès naval soviétique pendant la guerre, se trouvait désormais confronté à un défi différent: consolider la puissance de la flotte en temps de paix et la préparer à un avenir incertain.
La guerre avait démontré l'importance d'une armée navale forte, et Kouznetsov était déterminé à faire de l'armée rouge une force de premier ordre. Il lança un ambitieux programme d'expansion qui incluait la construction de nouveaux navires de surface, de porte-avions, et surtout, d'une nouvelle arme qui allait changer l'équilibre des forces navales, les sous-marins nucléaires. Kouznetsov fut l'un des premiers à comprendre le potentiel de l'énergie nucléaire pour la propulsion sous-marine. Les sous-marins conventionnels, propulsés au diesel et à batterie, avaient une autonomie limitée et devaient remonter à la surface fréquemment pour recharger. Les sous-marins nucléaires, en revanche, pouvaient rester immergés pendant des mois, devenant une menace invisible et létale. Sous son leadership, l'armée rouge lança un programme secret pour développer des sous-marins nucléaires. Scientifiques, ingénieurs et marins travaillèrent contre la montre pour maîtriser cette nouvelle technologie, surmontant d'énormes défis techniques et logistiques. Kouznetsov supervisa personnellement le projet, conscient de son importance stratégique. Mais tandis que l'armée rouge s'étendait et se modernisait, la relation entre Kouznetsov et le régime stalinien se détériorait. Malgré ses succès pendant la guerre, Kouznetsov ne fut jamais un homme du cercle intime de Staline. Son indépendance de jugement, sa franchise et son refus de participer aux intrigues politiques lui valurent la méfiance du dictateur. En 1948, la paranoïa de Staline atteignit son apogée. Dans un climat de purge et de conspiration, Kouznetsov fut accusé de révéler des secrets militaires aux alliés occidentaux pendant la guerre. Les accusations étaient absurdes, mais dans l'Union soviétique de Staline, la vérité importait peu. Kouznetsov fut destitué de ses fonctions, rétrogradé au rang de vice-amiral et envoyé à un poste mineur en Extrême-Orient. C'était une chute en disgrâce humiliante pour l'homme qui avait dirigé l'armée rouge pendant la guerre. Mais Kouznetsov, fidèle à son caractère, accepta son destin avec dignité et continua à servir son pays du mieux qu'il pouvait. La chute de Kouznetsov fut un dur coup pour l'armée rouge. Son leadership visionnaire, son expérience et son prestige étaient difficiles à remplacer. La flotte perdit l'un de ses meilleurs hommes, victime des intrigues et de la paranoïa du régime stalinien. Durant les 5 années suivantes, Kouznetsov vécut dans l'ostracisme, loin des centres de pouvoir et sous la surveillance constante de la police secrète. Mais il ne perdit jamais l'espoir de revenir servir son pays et son armée bien-aimée. La mort de Staline, en mars 1953, changea radicalement le paysage politique de l'Union soviétique. Le nouveau leadership, dirigé par Nikita Khrouchtchev, lança un processus de déstalinisation, dénonçant les crimes du dictateur et réhabilitant nombre de ses victimes. Kouznetsov fut l'un des bénéficiaires de ce changement. En juillet 1953, il fut rétabli dans son rang et nommé premier vice-ministre de la Défense de l'URSS et commandant en chef de l'armée rouge. C'était une complète réhabilitation, une reconnaissance de sa valeur et de son injuste châtiment. Mais le plus grand honneur arriva peu après. Un nouveau grade naval fut créé, supérieur à tous les autres, amiral de la flotte de l'Union soviétique. Et Nikolai Kouznetsov fut le premier à le recevoir. C'était une reconnaissance de son exceptionnelle carrière, de son leadership durant la guerre et de sa vision stratégique. Avec son retour au pouvoir, Kouznetsov se retrouva dans un monde très différent de celui qu'il avait quitté. La guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis s'était intensifiée, et la rivalité navale entre les deux puissances était devenue un élément central du conflit. Kouznetsov comprit que l'armée rouge devait s'adapter à cette nouvelle réalité. L'ère des grands cuirassés était terminée, et l'avenir de la guerre navale résidait dans les sous-marins, les missiles et l'aviation navale. Sous son leadership, l'armée rouge continua de s'étendre et de se moderniser. De nouveaux sous-marins nucléaires furent construits, équipés de missiles balistiques capables d'atteindre n'importe quel point de la planète. De nouveaux navires de surface furent développés, armés de missiles anti-aériens et anti-navires. L'aviation navale fut renforcée, dotée d'avions de combat et de bombardiers à long rayon d'action. Kouznetsov influença de manière décisive la stratégie navale soviétique durant la guerre froide. Son approche était basée sur la dissuasion, sur la capacité de répondre à toute agression avec une force dévastatrice. Il était conscient que l'Union soviétique ne pouvait pas rivaliser avec les États-Unis en nombre de navires, mais elle pouvait développer des armes et des tactiques qui lui permettraient de contrer la supériorité américaine. La rivalité navale
entre l'Union soviétique et les États-Unis devint une course aux armements sans précédent. Les deux puissances consacrèrent d'énormes ressources au développement de nouvelles armes et technologies navales. Kouznetsov, depuis son poste de commandement, joua un rôle clé dans cette course, s'assurant que l'armée rouge soit à la hauteur du défi. Sa vision stratégique, son expérience et sa détermination firent de l'armée rouge une force redoutable, capable de projeter le pouvoir soviétique sur tous les océans du monde. Nikolaï Kouznetsov, l'homme qui avait été dégradé et humilié par Staline, était revenu pour diriger l'armée rouge à l'ère de la guerre froide. Cinquième partie, retraite, héritage et mort. Malgré sa réhabilitation et son retour triomphal au sommet de l'armée rouge, le destin de Nikolaï Kouznetsov réservait encore un tournant inattendu. En décembre 1955, après un incident avec le cuirassé Novorossiysk, ancien Giulio César italien, cédé à l'URSS en réparation de guerre, qui coula à Sébastopol avec de lourdes pertes humaines, Kouznetsov fut tenu pour responsable et fut de nouveau destitué. Les circonstances exactes de l'explosion du Novorossiysk font encore l'objet de débats, avec des théories allant du sabotage à la détonation accidentelle de mines de la Seconde Guerre mondiale. Mais, quelle qu'en soit la cause, l'incident fournit à ses rivaux politiques l'excuse parfaite pour l'écarter définitivement du pouvoir. Cette fois, sa chute fut définitive. Il fut retiré du service actif avec le grade de vice-amiral, un grade inférieur à celui qu'il avait occupé avant sa première dégradation. C'était une fin amère pour une brillante carrière navale, marquée par la loyauté, le patriotisme et la vision stratégique. Mais Kouznetsov n'était pas un homme qui se laissait vaincre par l'adversité. Bien qu'éloigné des navires de guerre et des centres de décision, il trouva une nouvelle manière de servir son pays et son armée chérie, par l'écriture. Il se consacra à la rédaction de ses mémoires, à raconter sa vie, sa carrière et ses expériences dans l'armée rouge. Ses livres devinrent une source inestimable d'informations sur l'histoire navale soviétique, la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Kouznetsov ne s'est pas contenté de relater les faits, mais il a aussi analysé les décisions prises, les stratégies employées et les leçons apprises. Ses écrits révèlent un esprit vif, une profonde compréhension de la guerre navale et une vision stratégique qui transcendait son époque. Dans ses mémoires, Kouznetsov a abordé des sujets controversés, tels que les purges staliniennes, la préparation de la marine à la guerre, la relation avec les Alliés et la rivalité avec les États-Unis. Ses opinions étaient franches et directes, souvent critiques envers le système soviétique et certains de ses dirigeants. Mais Kouznetsov n'a jamais perdu sa loyauté envers son pays et sa marine. Ses critiques étaient constructives, visant à améliorer la capacité de défense de l'Union soviétique et à éviter que les erreurs du passé ne se répètent. Ces livres sont devenus une lecture obligatoire pour les officiers de la marine soviétique et ont également été étudiés par des experts navals du monde entier. L'héritage de Kouznetsov en tant que stratège et penseur naval a transcendé les frontières de son pays. Nikolaï Gerasimovitch Kouznetsov est décédé à Moscou le 6 décembre 1974, à l'âge de 70 ans. Sa mort est passée relativement inaperçue, éclipsée par la propagande officielle et la censure du régime soviétique. Mais le temps et la chute du communisme finiront par rendre justice à sa mémoire. En 1988, après une longue campagne de ses compagnons vétérans, Kouznetsov a été réhabilité à titre posthume et réintégré à son grade d'amiral de la flotte de l'Union soviétique. Son héritage a finalement été reconnu et son nom est devenu synonyme de courage, de patriotisme et de vision stratégique. La marine russe moderne a revendiqué sa figure comme l'un de ses grands héros, un leader qui avait guidé la flotte à travers les moments les plus difficiles de son histoire. Le porte-avions amiral Kouznetsov, le navire amiral de la marine russe, porte son nom en hommage à sa mémoire. Il est un symbole de son héritage, un rappel de sa contribution à la défense de son pays. Mais l'héritage de Kouznetsov va au-delà d'un navire de guerre. Son influence sur la stratégie navale russe du XXIe siècle est palpable. Ses idées sur l'importance des sous-marins nucléaires, la dissuasion stratégique et la guerre asymétrique restent pertinentes aujourd'hui. La marine russe moderne est confrontée à de nouveaux défis et menaces. Mais l'héritage de Kouznetsov reste un guide. Son accent sur l'innovation technologique,
La préparation constante et l'adaptation aux nouvelles réalités du combat naval sont des principes qui restent valables. Nikolaï Kouznetsov, le paysan devenu amiral, le leader qui a défié Staline et guidé la marine soviétique à travers la guerre et la paix, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire navale. Son héritage perdure, inspirant les nouvelles générations de marins russes à servir leur pays avec courage, loyauté et vision d'avenir. Son histoire est un rappel que, même dans les moments les plus sombres, un seul homme peut faire la différence. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, et partagez la vidéo pour atteindre plus de monde et que ce projet puisse continuer à grandir. À bientôt frères d'armes.